Soyez les bienvenus donc au Palais Montcalm. Je m'appelle Émilie Perrault. Je suis journaliste, animatrice, autrice et documentariste et j'ai le plaisir ce soir d'animer la cérémonie des prix du Québec 2022. C'est un honneur d'avoir été choisie. Je suis maintenant journaliste culturelle depuis 15 ans et j'ai fait ma mission personnelle, en fait, de démontrer comment les arts peuvent faire œuvre utile et je pense que ce soir, les lauréats en font foi. Également, dans les 3 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs personnalités du milieu scientifique et grâce à l'émission L'Avenir nous appartient à Télé-Québec. Et encore une fois, cette émission-là, en fait, sert à démontrer, aller à la rencontre de gens qui sont 3 coups d'avance sur la société et je crois que les lauréats de ce soir en font foi. Et finalement, plus récemment, j'ai écrit un essai qui s'appelle « Service essentiel, comment prendre soin de sa santé culturelle ». Et l'idée, c'est d'aller démontrer les bienfaits de l'art à travers des preuves scientifiques. Donc, c'est un honneur pour moi ce soir d'être ici avec vous au Palais Montcalm. Je vous prie d'accueillir le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, et le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe. Et maintenant, accueillons chaleureusement les lauréates et les lauréats des Prix du Québec 2022. Incessamment. À la répétition cet après-midi, ils étaient là. Je vous confirme qu'ils sont dans le building. Alors, ce sera le côté surprise de l'événement. Il y a un moment où ils vont arriver. Ah, je crois que la porte s'ouvre. Je vais me reprendre dans quelques instants. Oh, attention, le sens du timing. Accueillons chaleureusement les lauréates et les lauréats des Prix du Québec 2022. Après cette entrée triomphale, je vous invite maintenant à vous asseoir. Monsieur le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal, Monsieur le ministre de la Culture des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région
de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, distingués invités, mesdames et messieurs. Cette année marque le 100e anniversaire de la loi pour encourager la production d'œuvres littéraires ou scientifiques à l'origine des Prix du Québec. Il y a donc maintenant un siècle que le gouvernement du Québec reconnaît officiellement l'excellence en culture et en sciences. Les Prix du Québec constituent la plus haute distinction remise par le gouvernement du Québec dans les domaines de la culture et de la science. Ils soulignent l'œuvre ou la carrière remarquable de personnes qui contribuent à l'essor dans leur domaine d'activité, repoussant les limites de la connaissance et participant au rayonnement du Québec à l'échelle nationale et internationale. Les lauréats des Prix du Québec méritent toute notre considération. Ces personnes qui sont aujourd'hui assises devant vous ont contribué à l'avancement de leur domaine tout en participant à l'épanouissement de la société québécoise. Cette cérémonie est l'occasion de reconnaître leur réalisation. Je salue également les anciens lauréates et lauréats qui sont avec nous ce soir. Les lauréats des Prix du Québec reçoivent une bourse de 30 000 $, un parchemin calligraphié, une épinglette en argent plaqué or et une médaille en argent sterling. Parlant de médailles, nous sommes heureux de vous dévoiler aujourd'hui le nom de la talentueuse artiste dont la maquette a été retenue par un jury composé de spécialistes dans leur domaine des arts visuels, des métiers d'art et des métaux à l'issue d'un concours public qui a eu lieu au début de l'année 2022. Il s'agit de la joaillière Ariane Marois, dont la médaille sera remise aux lauréats à compter de cette année et jusqu'en 2026. Madame Marois est avec nous ce soir. Je vous invite à vous lever. D'ailleurs, vous avez peut-être eu l'occasion d'admirer la médaille qui est exposée dans le hall. Il y a des images, de même qu'une entrevue sur le processus de création qui seront également disponibles sur le site web des Prix du Québec et sur les médias sociaux du ministère de la Culture et des Communications. Chaque médaille qui sera remise ce soir a été personnalisée au nom de la lauréate ou du lauréat à qui elle sera remise et porte le poinçon de titre d'argent de la joaillière. Cette médaille est la représentation de l'équilibre dans le mouvement perpétuel de l'univers. Il s'agit par cet objet d'honorer toutes celles et ceux qui, en interaction avec des éléments extérieurs, par leurs actions et leurs œuvres, participent à une force qui nous soutient et nous élève. Le lauréat du prix Relève scientifique obtiendra pour sa part une bourse de 10 000 $ et un certificat. Nous avons également la chance d'avoir avec nous ce soir plusieurs membres des jurys à qui l'on a confié l'immense responsabilité de sélectionner chacun des lauréats qui vous seront présentés ce soir. Bravo pour vos choix. J'invite maintenant le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, M. Pierre Fitzgibbon, à prendre la parole. Merci, Mme Perrault. Alors, salutations à mon collègue Mathieu, qui a un titre aussi long que le mien, qui rend ses deux côtés de la carte d'affaires, donc en charge de culture et communication, évidemment très pertinent, en charge de jeunesse aussi, très pertinent, et en charge de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de l'Outaouais. Je salue aussi, je vois mes collègues Rémi Quirion, le scientifique en chef, et Mathieu Gervais, qui est le sous-ministre adjoint au ministère de l'Économie, en charge de l'innovation et de la recherche, deux collaborateurs importants pour que je décharge mes responsabilités. Lauréates et lauréats des Prix du Québec. Puis bonjour à tout le monde. C'est un honneur d'être avec vous ici aujourd'hui pour présenter les 7 lauréates et lauréats des Prix du Québec scientifiques. Vous savez, le Québec est reconnu pour sa recherche scientifique de calibre international. Et cette réputation d'excellence se consolide d'année en année. L'année 2022 marque d'ailleurs le 100e anniversaire de la loi pour encourager la production d'œuvres littéraires ou scientifiques à l'origine des Prix du Québec. Ce soir, nous avons donc l'occasion de souligner ensemble le parcours remarquable de nos plus grands chercheurs et chercheuses. C'est grâce à eux que notre quotidien, nos vies sont transformées pour le mieux. Le résultat de leur travail encourage la relève et contribue à faire rayonner le Québec à l'international. Ces personnes d'exception comptent toutes d'impressionnantes réalisations à leur actif et mènent de brillantes carrières. Elles travaillent souvent loin des projecteurs,
mais grâce à leur savoir-faire et grâce à leur détermination, elles contribuent à faire avancer la science et la société québécoise. Chacune de leurs avancées améliore tour à tour notre quotidien, notre avenir, tout en faisant rayonner la relève du Québec, encore une fois, à l'international. En mon nom et en celui de toute la population québécoise, j'offre mes plus sincères félicitations aux récipiendaires des Prix Québec scientifiques et culturels de cette année. Merci. Merci, merci, M. Fitzgibbons. Et je cède maintenant la parole au ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, chers distingués invités. Bien sûr, mon collègue Pierre, dont je ne répéterai pas effectivement la longue liste de titres. On me dit que M. Laroche du Musée de la Civilisation est ici ce soir aussi. Bonsoir, merci d'être avec nous. Même chose pour Mme Collin de Télé-Québec, que je n'ai pas vue jusqu'à maintenant dans la salle. J'imagine qu'elle est quelque part. Donc, bonsoir. Très grand plaisir d'être avec vous ce soir, chers lauréats et lauréates des Prix du Québec. C'est un grand plaisir donc de participer, non seulement d'être avec vous, mais de participer à cette belle cérémonie qu'est la remise des Prix du Québec 2022. Recevoir un Prix du Québec, c'est se voir attribuer par le gouvernement du Québec la plus haute distinction dans les domaines de la culture et de la science. Par leur réalisation, par leur carrière, ces lauréats et lauréates ont joué un rôle fondamental dans le rayonnement du savoir et de la culture au Québec. Chères lauréates, chers lauréats culturels, en tant que ministre de la Culture et des Communications, je vous félicite personnellement pour votre parcours exceptionnel, très, très inspirant aussi. Je connaissais bien sûr plusieurs d'entre vous. J'ai lu encore plus sur chacun d'entre vous. Je peux vous dire que c'est non seulement inspirant, mais très impressionnant aussi. Merci de contribuer à forger un Québec qui nous ressemble et de constituer une véritable source d'inspiration pour les générations actuelles et futures. Merci. Merci, M. Lacombe, et je vous invite maintenant à présenter la première personne lauréate d'un prix culturel, le prix Athanase David en littérature. Donc, j'invite M. Michel Rabagliati, lauréat du prix Athanase David, à s'approcher. Cher Monsieur Rabagliati, oui, il y a une petite confusion, c'était écrit ça dans mon texte, mais il m'avait donné la consigne, effectivement, que vous devez rester là. Donc, cher Monsieur Rabagliati, ce prix du Québec, décerné pour la première fois à un auteur du 9e art, mériterait qu'on en fasse une bande dessinée, pourquoi pas. Il pourrait s'intituler « Paul reçoit un prix du Québec à Québec » et raconterait l'histoire d'un auteur célébré pour son talent, étonné de recevoir la plus haute distinction de l'État québécois en littérature. C'est que du temps où il était à l'école, on lui avait suggéré que les albums illustrés n'étaient pas de vrais livres. C'était bien entendu une erreur d'un autre temps, une erreur à corriger. Voilà qui est fait, cher Monsieur Rabagliati. Nous brisons ce vieux moule en récompensant une œuvre qui a passionné, qui a fait rire, qui a ému aussi, et j'ai des frissons en le disant, des dizaines de milliers de lecteurs. Pour avoir contribué à hisser la bande dessinée québécoise vers de nouveaux sommets, pour nous avoir démontré, avec ses récits empreints d'une merveilleuse force d'évocation, que chaque vie est une grande et belle aventure, pour avoir créé une série littéraire et illustrée riche d'humanité, de sensibilité et d'authenticité. Recevez, Michel Rabagliati, le prix Athanase David.
Bonsoir tout le monde. D'abord, félicitations à tous ces gens merveilleux à qui j'ai parlé tout à l'heure dans la salle à côté. Il y a vraiment des personnes fort impressionnantes dans cette cohorte. C'est un grand honneur d'être ici parmi vous. Je vais faire ça court. Donc, mon histoire avec la bande dessinée, ça a commencé en 1966. J'avais 5 ans. Un soir, mon père m'offre un grand livre. La couverture est bleu royal pétant. Sur l'image, une Jeep orange avec 3 personnages dedans qui bondit vers une fusée rouge. Je ne sais pas encore lire, mais je déchiffre les 2 premières lettres du titre, O et B. La perspective plongeante de l'illustration m'excite au plus haut point. Que va-t-il se passer dans ce livre? Le soir, mon père m'assoit sur ses genoux et me lit le titre « Objectif Lune ». Il commence à tourner les pages et me récite les dialogues. Je m'attache instantanément au garçon à la houppette. Quel âge a-t-il? Difficile à dire. Mais je n'ai qu'un seul désir, embarquer dans cette fusée avec lui. Voilà la magie de Tintin, tout le monde peut être lui. Ce soir-là, je ne me suis pas seulement embarqué pour la Lune, mais pour un voyage qui durera toute ma vie. Voyant mon intérêt pour le dessin gravement s'intensifier, mon père m'acheta à mon 10e anniversaire pour 40$ une table à dessin usagée. En 55 ans, je ne l'ai jamais quittée. J'ai fait tous mes travaux de graphisme, d'illustration, les 10 albums de Paul sur cette même petite table en bois. J'aimerais qu'il soit ici ce soir pour recevoir ce prix avec moi, car il en mérite une grande partie. Et aussi pour voir que son 40$ a été un pas pire investissement. Merci au gouvernement du Québec de souligner l'importance de la bande dessinée pour la première fois de son histoire et de mettre en lumière cet art spécial, l'art séquentiel, le 9e art, vous l'avez dit, coincé entre le roman et l'illustration. Un moyen d'expression souvent malmené et déprécié depuis le début du 20e siècle face à la littérature, à la poésie et aux vrais livres, comme disaient nos grands-parents. Des pionniers de la bande dessinée québécoise comme Albéric Bourgeois, le premier à utiliser un phylactère en langue française ici, Raoul Barré, génie du dessin animé, ou Albert Chartier, le père d'Onésime, seraient, je crois, très fiers ce soir de voir que les bandes dessinées sont enfin devenues des vrais livres. Merci à Martin Brault et Frédéric Gauthier, mes éditeurs des éditions de La Pastèque, pour cette belle aventure éditoriale qui dure depuis 24 ans. Et un merci spécial à Carole Laperrière, la Lucie des aventures de Paul, ici présente, pour son apport inestimable à mon travail. Bonne soirée à tous. Merci. Merci. Merci, M. Rabagliati. Et vous avez été parfait pour le timing des applaudissements. Monsieur Lacombe, je vous invite à poursuivre avec la lauréate du prix Gérard Morisset en patrimoine. Donc, j'invite maintenant Mme Lucie K. Morisset, qui est lauréate du prix Gérard Morisset, à bien vouloir se lever. Bonsoir. Chère Mme Morisset, grâce à vos recherches, vos livres, votre travail académique et vos conférences, vous avez hissé le patrimoine à un très haut niveau. Vous avez réussi à faire parler les pierres, les bâtiments et les biens culturels qui constituent d'émouvants témoins de notre passé. Vous possédez des talents de communicatrice hors pair, un style imagé et un sens réel de la pédagogie. Mais surtout, vous avez conservé cet amour de la beauté qui alimente votre désir de transmettre un précieux héritage. Pour avoir mis en perspective les facteurs de développement durable et d'avancement social révélés par le patrimoine, en particulier le patrimoine bâti. Pour avoir plaidé afin que chacun fasse sien ses constructions et sites racontant la plus belle des histoires, notre histoire. Pour avoir formé une nombreuse et talentueuse relève en patrimoine et agissant comme mentor auprès de tant de chercheurs et d'étudiants, recevez Lucie K. Morisset, la haute distinction portant le nom de votre non seulement prestigieux homonyme, mais aussi votre grand-père, le prix Gérard Morisset.
Bonsoir. Gérard Morisset, premier historien d'art et d'architecture au Canada français, 2 fois lauréat du prix Athanase David, a été toute sa vie mis au banc de l'université, où il aurait voulu, où il aurait dû devenir professeur. Il en a été privé, et la société québécoise aussi, par voie de conséquence. Il en a été privé par de petites personnes à l'université qui étaient apparemment aveuglées par leur pouvoir ou leur idéologie. Alors je voudrais, en recevant ce prix, pour lequel je remercie le gouvernement du Québec et la société québécoise, ce prix qui m'honore tellement, je voudrais saluer tous ceux qui se donnent corps et âme, parfois contre vents et marées, tous ceux qui se donnent pour la création et la production du savoir, ceux qui créent le savoir, ceux qui soutiennent sa production, ceux qui croient, au-delà de toutes les allégeances et des petites contingences, ceux qui croient dans la création du savoir et qui la rendent possible, ceux qui rendent possible notre patrimoine. Merci à ceux qui ont rendu possible que je sois là devant vous et qui sont ici ce soir. Permettez-moi de ne nommer que quelques-unes de ces personnes si généreuses qui m'entourent. Phyllis Lambert, qui avait présenté mon dossier, qui m'avait toujours généreusement encouragée. Pierre Lahoude, parce que tu m'as permis de croire que c'était possible. Roch Denis, parce que ta reconnaissance, c'est le socle sur lequel je prends pied aujourd'hui. Jacques Mathieu, mon mentor de toujours, pour toujours. Et Luc Nopen, ma muse, mon arbre. Merci. Merci, Madame Morisset. Et j'invite maintenant M. Fitzgibbon à présenter le lauréat du premier prix scientifique, le prix Armand Frappier en développement d'une institution de recherche ou administration et promotion de la recherche. M. Michel Chrétien, vous êtes à l'origine de la théorie des pots à hormones qui a révolutionné le monde médical et vous avez découvert l'endorphine. Vos travaux de recherche ont propulsé le Québec comme chef de file en neuroendocrinologie et en métabolisme. Votre contribution au développement d'institutions de recherche et à la promotion de la science est remarquable. Sous votre gouverne, l'Institut de recherche clinique de Montréal s'est agrandi et a prospéré par l'embauche de nombreux chercheurs, dont plusieurs femmes. Votre esprit visionnaire vous a également poussé à cofonder l'Institut de biologie des systèmes d'Ottawa. Et vous avez mobilisé de nombreux chercheurs et partenaires pour créer le Consortium international sur les antiviraux qui permet de développer des médicaments contre les maladies négligées ou émergentes. Vous défendez avec ferveur la liberté de l'enseignement et le financement de la recherche. C'est donc avec fierté que je vous décerne aujourd'hui, M. Michel Chrétien, le prix Armand Frappier qui reconnaît votre talent de chercheur, de bâtisseur et de promoteur de la recherche. Ministre Pierre Fitzgibbon, ministre Mathieu Lacombe, Mesdames et Messieurs. Mes premières paroles s'adressent à mon épouse Micheline pour lui exprimer ma profonde gratitude de sa présence à mes côtés depuis plus de 62 ans. Son amour, son intelligence, son appui, ses encouragements et ses conseils ont été la source des inspirations qui ont façonné ma vie personnelle et ma carrière scientifique. Je dois énormément à mes enfants, Marie et Marie-Aline, et nos 4 petits-enfants qui nous ont accompagnés dans ce long périple
Et je pense à mes parents, Marie et Wally, qui ont tracé les premiers jalons. Félicitations à tous les lauréats de la cuvée 2022 des Prix du Québec et merci de mettre vos talents au service du Québec contemporain. Merci au gouvernement du Québec de souligner l'apport des citoyens engagés qui œuvrent dans des secteurs névralgiques d'une société moderne. Salutations à mon patron, le Dr Jean-François Côté, directeur scientifique et président de l'IRCM, où j'ai le privilège de travailler depuis 1967. Merci Jean-François de ta présence parmi nous. C'est grâce à toi si je peux encore appliquer la devise de mon père, grouille ou rouille. Merci au ministre Fitzgibbon et Lacombe de rehausser cette cérémonie par leur présence. J'adresse une pensée toute spéciale au ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Monsieur le ministre, nous mettons toutes nos énergies au service de l'innovation pour aider l'économie du Québec. Recevoir le prix Armand Frappier me touche profondément parce qu'il honore mon ancien professeur et un de mes héros de jeunesse. Avec M. Frappier, j'ai partagé ses convictions sur la liberté académique, sur la nécessité du haut savoir et sur la rentabilité de la recherche médicale. Monsieur le ministre Fitzgibbon, nous savons tous que la rentabilité est une de vos priorités. Je vous assure que pour la recherche, cette rentabilité est au rendez-vous. En fait, c'est Léon Courville, économiste réputé et ancien président de la Banque nationale, qui l'a démontré quand il a évalué les coûts-bénéfices du réseau génétique du Québec. Sur le thème de la rentabilité, Monsieur le ministre, M. Frappier a été un exemplaire pour deux raisons. La première est que l'Institut Frappier fut, au siècle dernier, l'un des fleurons en Amérique de la fabrication des vaccins à prix abordables. La deuxième raison, et non la moindre, c'est que c'est son institut qui, en 1933, a acheté pour moins de 100 000 $, c'est-à-dire 1 sou du pied carré, 120 hectares à Laval, qui est devenu le parc biotechnologique de Laval, dont la valeur marchande aujourd'hui dépassait les 25 $ du pied carré, soit 300 millions. C'est là où Moderna construira sa première usine au Canada. Monsieur le ministre, c'est grâce à vous que Moderna s'installera au Québec et félicitations. Mais c'est M. Frappier qui vous a procuré les terrains et qui vous permet de réaliser un profit faramineux à faire rougir les investisseurs les plus astucieux. Vous avez vendu pour des pépites dorées le terrain que M. Frappier avait acheté pour des peanuts salés. M. Fitzgibbon, je vous souhaite de nombreux Moderna dans les 4 prochaines années. Nous serons là pour vous épauler. Bonne soirée à tous et merci de votre présence. Merci. Merci beaucoup, M. Chrétien, pour cette leçon de rentabilité et on va retenir grouille ou rouille. Je pense que ça devient le mantra de beaucoup de gens. J'invite maintenant M. Lacombe à présenter le lauréat du prix Denise Pelletier en art d'interprétation. Cher Monsieur Richard Hamelin, il est assez exceptionnel qu'on remette ce prix à quelqu'un d'aussi jeune que vous. C'est que vous êtes déjà un routier aguerri, ayant triomphé devant les plus exigeantes audiences, notamment celle du concours Chopin à Varsovie. Est-ce que c'est l'exceptionnelle virtuosité de vos interprétations qui vous distingue entre tous? Est-ce votre intime relation avec la musique ou cette rare symbiose avec le piano qui explique l'émotion des mélomanes? Ce qui est certain, c'est qu'aux premières notes, une mystérieuse magie opère, celle d'un immense talent au service de la musique. Un talent qui,
d'ailleurs, n'a pas échappé au regretté Père Lindsay, car le fondateur du Festival de Lanaudière a perçu chez vous cette rare capacité à parcourir les grands répertoires par des sentiers inexplorés. Pour avoir, avec une dextérité et une sensibilité exceptionnelles, fait voyager des œuvres prestigieuses comme celles de Mozart, Beethoven et surtout Frédéric Chopin, que vous mettez en valeur d'une façon extraordinaire, pour vos interprétations inoubliables pendant lesquelles l'esprit de la musique ne cède jamais à la maîtrise technique. Pour avoir fait de chacun de vos concerts un hommage à l'inaltérable beauté de ce langage de l'âme qu'est la musique, pour votre brillante carrière et votre apport inestimable au rayonnement du talent québécois en musique classique, et pour le plaisir que nous aurons à vous entendre performer tout à l'heure au piano, recevez Charles Richard Hamelin, le prix Denise Pelletier. Merci. Un grand merci au gouvernement du Québec. On m'a souvent demandé ce qu'il faut pour réussir comme pianiste classique de concert. Et j'ai toujours répondu que ça prend beaucoup de travail, beaucoup de talent, beaucoup de chance, les trois à part égale. Aujourd'hui, je réalise que ce n'est pas vraiment vrai et que la chance a une part du gâteau pas mal plus importante. Dans mon cas, c'est la chance d'avoir grandi à Lanaudière dans les années 90, début 2000, où l'éducation musicale et la musique classique étaient prédominantes grâce aux importantes contributions du père Fernand Lindsay. C'est la chance d'avoir eu comme père Robert Hamelin, lui-même pianiste amateur, qui a su me transmettre son amour et son talent pour la musique. Et comme mère, Céline Richard, qui continue à ce jour à parcourir les routes du Québec avec moi et qui est complètement dévouée à mon bien-être. C'est la chance d'avoir eu des professeurs de piano exceptionnels, Paul Soudolescu, André Laplante, Boris Berman, Jean Saunier, j'en passe. C'est d'avoir fait des rencontres qui ont changé ma vie, ma conjointe Florence, la violoniste Anne Robert, mon agente Annick Patricia Carrière, François-Mario Labbé, Isolde Lagacé et bien d'autres. Finalement, c'est la chance d'avoir bien joué au moment qui comptait le plus, ce 20 octobre 2015 à Varsovie. Alors, si j'ai la chance d'être ici ce soir entre deux tournées en Corée du Sud et au Japon, c'est grâce à toutes ces personnes-là et je les remercie tous et toutes infiniment. Merci. Je vous remercie, Monsieur Richard Hamelin. Vous cherchez la loge, hein? Je pense que c'est celle-là. À plus tard. Il y a une grande mise en scène. Il sera de retour un peu plus tard. J'invite maintenant Monsieur Fitzgibbon à présenter le lauréat du prix Léon Gérin en sciences humaines et sociales. Monsieur Gérard Duhem, vous êtes professeur en sociologie à l'Université Laval depuis plus de 40 ans déjà. Membre fondateur de l'Université de l'Arctique et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la condition autochtone comparée. Votre carrière et votre engagement envers la science sont guidés par un idéal, celui d'améliorer le bien-être des collectivités, particulièrement celles du Nord circumpolaire. Porté par un désir de justice sociale, vous décryptez les inégalités et analysez les données de ce grand territoire nordique. Et ça, votre objectif, c'est d'offrir aux peuples autochtones des conditions de vie semblables à celles des grands centres urbains. Vos travaux et votre détermination ont notamment permis de mettre en place deux importantes bases de données, ArcticStat et Nunivat. Et vos collaborations à l'international ont mené à la création du programme EcoNord, qui permet de suivre l'évolution de l'économie de l'Arctique circumpolaire et des inégalités sociales. À travers vos multiples réalisations, vous avez constamment eu à cœur les principes de solidarité,
ce qui a donné naissance à des programmes de réduction du coût de la vie qui permettent aujourd'hui de rétablir un peu l'équilibre social. Monsieur Gérard Duhem, pour votre apport inestimable à la recherche en sciences humaines et sociales, j'ai donc le plaisir de vous remettre le prix Léon Guérin. Messieurs les ministres, membres des jurys et récipiendaires des Prix du Québec, chers invités, la science sociale de Léon Guérin visait à animer un mouvement qui devait rendre ses contemporains plus autonomes, qui favoriserait l'émancipation collective d'une condition d'infériorité économique et sociale. Je suis profondément honoré d'être associé à cet héritage, transposé à l'étude des inégalités entre les régions et les peuples de l'Arctique et du Nord circumpolaire et à la condition autochtone contemporaine. Parmi les récipiendaires du prix Léon Guérin depuis sa création, certains ont été des maîtres par leur enseignement ou par leurs œuvres, et cela est aussi une grande source de fierté. J'aimerais à mon tour partager cet honneur avec un des maîtres de cette lignée, qui ont fait des sciences sociales un outil d'émancipation. Le professeur émérite Jean-Jacques Simard m'a transmis les fondements et l'usage du regard sociologique. Il m'a fait expérimenter sa puissance explicative et m'a initié aux ficelles du métier de la science par son engagement et l'exemple de sa pratique. Je voudrais aujourd'hui le remercier chaleureusement. Je veux également exprimer ma gratitude envers le gouvernement du Québec, envers l'Université Laval pour son soutien depuis si longtemps, envers mes collaboratrices et mes collaborateurs et les précieux collègues qui sont devenus des amis, et envers mes proches qui ont grandement contribué à ce que ce parcours soit possible. On m'a autorisé à ce qu'il y en ait au moins 10 qui m'accompagnent ici ce soir. Cette reconnaissance est aussi à vous. Merci. Je vous remercie, M. Duhem. Félicitations. J'invite maintenant M. Lacombe à présenter la lauréate du prix Émile Bordua en arts visuels, métiers d'art et arts numériques. Chère Madame Steinman, vous avez tout au long de votre carrière créé l'événement sur votre passage en créant un art engagé. Vous êtes une créatrice intègre qui refuse la facilité et qui veille toujours à conserver un code de lecture, une part de dialogue avec les visiteurs de vos expositions. Vous créez vos œuvres comme des rencontres, rencontres entre l'ombre et la lumière, entre l'espace et le vide, entre le mystère et la connaissance, entre le temps et l'impermanence. Pour avoir poursuivi avec constance une œuvre dense, une œuvre cohérente et pertinente, pour votre carrière et votre œuvre tout entière tournée vers l'authenticité et la vérité, pour avoir vécu votre art telle une quête de lumière et de sens à laquelle personne ne peut rester indifférent, pour votre contribution exceptionnelle à la vie culturelle et artistique du Québec, recevez, Barbara Steinman, le prix Paul-Émile Bordua.
Messieurs les ministres, distingués et impressionnants récipiendaires du prix et prix du Québec, chers invités, parents et amis, c'est un privilège pour moi d'être parmi vous ce soir. Je tiens à exprimer ma gratitude pour l'immense honneur que le gouvernement du Québec me fait de voir mon nom associé à celui de Paul-Émile Baudoin, un artiste que j'admire depuis toujours, me touche tellement. À Ji-Yoon Han, commissaire indépendante, je dis un grand merci pour l'excellence du dossier préparé. Merci également à Pierre-François Ouellette, Joanne Lamoureux et Angela Garholz, trois piliers du milieu artistique montréalais qui ont appuyé ma candidature. Je voudrais aussi souligner l'appui continu de mes galeries Olga Korper à Toronto et Françoise Pavio à Paris. Je suis reconnaissante de vivre au Québec, où je suis née, où j'ai conservé un atelier durant toute ma carrière et où j'ai créé la majorité en fait de mes œuvres. Libre de m'exprimer en tant que femme et en tant qu'artiste, sans censure, est un immense privilège. À tous, je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Merci, félicitations, Madame Steinman. J'invite maintenant M. Fitzgibbons à présenter le lauréat du prix Marie-Victorin en sciences naturelles et en génie. M. Roberto Marandotti. Vous êtes reconnu à travers le monde comme étant l'un des chercheurs les plus novateurs et influents dans le domaine de la photonique intelligente et du quantique. En apprivoisant le fonctionnement et les comportements encore inconnus des photons, vous avez su mettre au point des dispositifs qui viennent repousser les limites des technologies actuelles. Vos travaux sont à l'origine de percées scientifiques majeures, notamment en optique quantique, en intelligence artificielle et en biomédecine. Votre carrière est jalonnée de nombreux prix, mais votre plus grande fierté reste de partager et de transmettre votre savoir à la relève. En tant que professeur à l'Institut national de la recherche scientifique, vous figurez parmi les mentors exceptionnels désignés par l'Association canadienne pour les études supérieures. Monsieur Roberto Marandotti, pour votre engagement et pour la portée de vos recherches dans le domaine des sciences naturelles et du génie, j'ai l'honneur de vous décerner le prix Marie-Victorin. Monsieur le ministre, Madame et Messieurs, chers collègues, quel honneur de recevoir le prix Marie-Victorin cette année. Je suis sincèrement reconnaissante envers mon nominateur, Monsieur Luc-Alain Giraldeau, directeur général de l'INRS. Je remercie également Madame Isabelle Delille, directrice scientifique adjointe, qui a coordonné le processus de nomination. J'ai aussi une pensée pour les personnes qui ont écrit mes lettres de soutien et pour les membres du jury. Cette importante reconnaissance n'aurait pas été possible sans le soutien que j'ai reçu de nombreuses personnes au fil des années. Tout d'abord, ma famille, qui a fait de nombreux sacrifices pour que je puisse étudier et poursuivre mes rêves scientifiques. Ma carrière compte aussi sur le soutien de mes mentors et de mes collègues, pour lesquels j'ai la plus profonde gratitude. Je les remercie de m'avoir inspiré à différents moments de mon parcours. Grâce à ces personnes, j'ai appris l'importance d'être persévérant, de poser les bonnes questions, d'être humble et de me mettre au défi pour continuellement
m'améliorer. Je tiens aussi à mentionner le soutien de mes étudiantes et étudiants, de mes postdoctorantes et postdoctorants et des autres membres du personnel de recherche qui ont transformé notre idée en réalité. Enfin, je remercie sincèrement mes collègues et le personnel de l'INRS. Leur collaboration m'a permis, au fil d'années, de mener des recherches au plus haut niveau et d'être en mesure de produire encore mieux à l'avenir. Bien sûr, j'ai une pensée particulière pour mon collègue, le professeur Rosei, également de l'INRS, qui a reçu ce même prix l'année dernière. Enfin, je remercie le gouvernement du Québec pour la reconnaissance que j'ai reçue pour mon travail. Je suis encore davantage parce que je suis certain que tous les autres candidats à ce prix étaient aussi capables, sinon plus, de gagner ce prix. Toutes et tous, je salue, merci à vous et grazie a tutti. Merci, M. Morandati, merci. J'invite maintenant M. Lacombe à présenter le lauréat du prix Georges-Émile Lapalme, accordé à une personne ayant contribué de façon exceptionnelle à la qualité et au rayonnement de la langue française parlée et écrite au Québec. Monsieur Louis Mercier. En parcourant votre œuvre, on s'émerveille devant votre érudition et devant votre détermination à mettre en valeur le génie de la langue. Une langue forgée au fil des travaux et des jours, conçue pour faire écho à la beauté de la faune et de la flore. Une langue créée par la nécessité de nommer le monde. Pour avoir travaillé tout au long d'une brillante carrière à l'évolution linguistique du Québec et de la francophonie, pour avoir superbement mis en lumière l'imaginaire linguistique des Québécois ainsi que leur rapport à la langue française académique, pour avoir défendu avec conviction les expressions multiples et la diversité du vocabulaire francophone au sein des ouvrages de référence, pour votre respect et votre affection aussi envers les termes décrivant les espèces naturelles, en particulier les oiseaux du monde, pour votre apport inestimable à la conservation d'un patrimoine linguistique vibrant et vivant, pour avoir contribué de manière exceptionnelle à l'avancement de la langue française au Québec et dans le monde. Recevez, M. Louis Mercier, le prix Georges-Émile Lapalme. Messieurs les ministres, distingués lauréates et lauréats, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Au cours de ma carrière universitaire, d'abord à Laval, puis à Sherbrooke, j'ai participé à la rédaction de 3 dictionnaires québécois. Le dictionnaire historique du français québécois et le dictionnaire du français plus sous la direction de Claude Poirier et, plus récemment, le dictionnaire Usito sous la direction générale d'Hélène Cajolet. Ma contribution à ce seul dernier ouvrage repose sur plus d'une décennie de travaux de recherche et de rédaction assidus. Vous comprendrez que pour consacrer autant d'années à ces projets collectifs, il fallait être profondément convaincu de leur utilité, voire de leur nécessité pour l'épanouissement de la culture et de la langue québécoise. Cette conviction, elle m'habite depuis que, jeune linguiste, j'ai eu la chance d'intégrer l'équipe du Trésor de la langue française au Québec. C'est dans cette équipe que s'est développée ma passion pour le français québécois et pour les dictionnaires. Plus j'approfondissais ma connaissance du français québécois, plus je prenais conscience de sa valeur identitaire pour la société québécoise. En contrepartie, plus je découvrais les lacunes des dictionnaires du français réalisés en France, essentiellement axés sur l'usage et le contexte européen.
On n'insiste pas assez souvent sur la composante culturelle des dictionnaires. Ces ouvrages sont nécessairement inscrits dans une culture, dans un espace donné, celui de la société qui les produit et pour laquelle ils sont prioritairement destinés. Je vous invite, pour en prendre connaissance de cette composante culturelle, à comparer quelques articles du Petit Robert parisien, que tout le monde connaît bien, et du dictionnaire québécois Usito. Lisez par exemple les articles hiver, neige, fleuve, Inuit-Atikamekw, Carcajou, hibou, érable. Je pourrais continuer la liste. Pour ceux qui ne connaissent pas Usito, faites-moi plaisir. Dans votre moteur de recherche, c'est simple, vous tapez U-S-I-T-O. C'est diffusé gratuitement depuis le site de l'Université de Sherbrooke. Vous ne manquerez pas de constater très rapidement tout l'écart qui sépare ces deux ouvrages en ce qui a trait à la prise en compte du contexte nord-américain d'une part et à la mise en valeur de la langue, de la littérature et de la culture québécoise. Ce soir, c'est avec un mélange de fierté et d'humilité que je reçois le prix Georges-Émile Lapalme. Je suis évidemment très fier qu'on reconnaisse ainsi la valeur de mes travaux. Mais je n'oublie pas tout ce que je dois à ceux et celles qui m'ont formé, qui m'ont encouragé, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler au cours des années. Pour moi, ces personnes seront intimement liées à ce prix. Merci. Merci, Monsieur Mercier. Nous avons jusqu'à présent remis 8 des 16 prix du Québec 2022. Avant de poursuivre notre cérémonie protocolaire, nous avons le plaisir de vous offrir une prestation qui était promise, prestation musicale, donc de la part de l'un de nos lauréats. Vous savez lequel? Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le lauréat du prix Denise Pelletier, le pianiste M. Charles-Richard Hamelin, qui interprétera 2 œuvres de Chopin, soit le Nocturne en Ré bémol majeur et le premier mouvement de la sonate numéro 2 en Si bémol mineur.
Merci. Merci, M. Richard Hamelin. Pour poursuivre la cérémonie, j'invite maintenant le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie à présenter les finalistes et le lauréat du prix Relève scientifique. Pas facile, j'ai eu une telle prestation. On est maintenant rendu à la remise du prix scientifique pour lequel les membres du jury ont reçu des candidatures de grande qualité. À cet égard, j'aimerais féliciter les deux autres finalistes. M. Nicolas Berthelot, psychologue et professeur en sciences infirmières à l'Université du Québec à Trois-Rivières, et Mme Julie Lavashek-Larondeau, professeure agrégée de physique à l'Université de Montréal et directrice de la Société canadienne d'astronomie. Je les invite à se lever pour qu'on les applaudisse chaudement. Monsieur Berthelot, vos travaux, et notamment la mise en place de votre programme novateur STEP, ont permis de faire des percées majeures pour comprendre les mécanismes de transmission intergénérationnelle de la maltraitance envers les enfants. Ça fait de vous un véritable agent de changement social au Québec et vous pouvez en être très fier. Madame Lavashek-Larondeau, vous êtes reconnue comme la spécialiste des trous noirs. Vos travaux de recherche permettent de mieux comprendre cet univers fascinant et son rôle dans la formation et l'évolution des galaxies. Bravo pour vos réalisations qui contribuent à bâtir un Québec encore plus innovant et fort de ses découvertes scientifiques. Cela dit, mais j'ai maintenant le plaisir de vous présenter le lauréat du prix Relève scientifique 2022, M. Bertrand Routy. Vous êtes une véritable étoile montante en médecine et plus précisément dans le domaine de l'immuno-oncologie. En tant que jeune chercheur à l'Université de Montréal et professeur associé en hémato-oncologie au Centre de recherche du CHUM, vous ouvrez de nouvelles avenues pour combattre le cancer et d'autres maladies. Grâce à vos recherches sur le microbiome, vous avez relevé au monde entier un puissant système de défense bactérien. Dès votre doctorat, vous avez en effet réalisé que les micro-organismes de l'intestin peuvent prédire le succès de certains traitements en immunothérapie utilisés contre le cancer. Quand on sait qu'au Québec, la moitié des personnes atteintes de cancer sont soignées par immunothérapie, on comprend toute la portée de votre découverte. Grâce à vos travaux, les soins offerts à de nombreux patients ont pu être bonifiés et c'est tout à votre honneur. Nous vous en remercions. Maintenant, vous tentez d'aider les personnes atteintes de cancer à combattre la maladie en modifiant le microbiome. M. Bertrand Routy, vous êtes promis à une brillante carrière et c'est un honneur de vous remettre le prix Relève scientifique pour votre parcours inspirant. Bonsoir, messieurs les ministres, membres du jury. C'est un grand honneur de recevoir le prix de la Relève scientifique du Québec qui récompense notre travail sur l'impact du microbiote en oncologie. En effet, l'idée que les bactéries de notre tube digestif pouvaient contrôler la réponse aux immunothérapies du cancer pouvait paraître farfelue. Mais nos découvertes démontrant que le microbiote intestinal peut prédire la réponse des immunothérapies, l'effet délétère des antibiotiques, et que la modification du microbiote a le potentiel d'augmenter l'efficacité des traitements, ont changé la pratique médicale, mais surtout la vie de patients vivant avec le cancer. Mes travaux et ce prix reviennent en grande partie à ma mentor, le professeur Laurent Zidvogel, qui m'a fait découvrir le monde du microbiote.
Et aussi à mon père, lui aussi grand chercheur et passionné et engagé. Je tiens aussi à souligner l'importance de tous les patients qui participent à nos études cliniques et leur confiance qu'ils nous font. Je remercie aussi toute mon équipe de recherche au CHUM, mes étudiants, infirmières, coordinateurs et médecins pour leur immense travail. Et surtout Myriam Messaouden, qui a été la première à se joindre à cette grande aventure à Montréal en 2018. Un immense merci à ma mère et surtout à mon épouse Jeanne et mes 2 enfants, qui m'encouragent à continuer cette carrière de médecin-chercheur dédié à la lutte contre le cancer. Merci beaucoup. Merci, M. Routy. J'invite M. Lacombe à présenter la lauréate du prix Denise Filiatro en art de la scène. Madame Madeleine Carreau. Cette deuxième remise du prix Denise Filiatro honore une lauréate ayant œuvré comme gestionnaire culturel. Il s'agit en l'occurrence d'une femme éminemment douée, une brillante administratrice, une artiste au sein de sa profession. Madame Carreau, vous avez en effet atteint de très hauts sommets en jouant d'audace et de créativité. Ajoutons-y 2 ou 3 qualités essentielles, peut-être une énergie débordante, une volonté indomptable et une passion de tous les instants pour la merveilleuse et formidable culture québécoise. En un mot, Madame Carreau, vous êtes la femme des défis et des projets hors normes. Vous avez su relever avec brio des défis imposants comme, par exemple, donner un second souffle à des événements et organisations culturelles de grande envergure, agir comme chef de la direction de l'Orchestre symphonique de Montréal, diriger la programmation d'une télévision nationale ou, plus simplement, fonder l'ADISC et le Gala des prix Gémeaux. Pour avoir, avec une foi inébranlable en la création, forgé de solides assises à de nombreuses organisations du monde des arts, pour avoir su mobiliser mécènes, auditoires, pouvoirs publics et forces vives du Québec dans le développement des arts de la scène, pour avoir contribué dans une mesure exceptionnelle à la démocratisation de la culture québécoise et au rayonnement de celle-ci à travers le monde. Recevez, Madame Carreau, le prix Denise Filiatro. Bonsoir, chers co-lauréates et co-lauréats, messieurs les ministres, messieurs les membres et mesdames les membres du jury. Je suis extrêmement honorée de recevoir le prix du Québec en art de la scène, nommé en l'honneur d'une dame, d'une grande artiste que j'admire particulièrement, Madame Denise Filiatro. Je remercie sincèrement les membres du jury pour cette reconnaissance qui me touche profondément. Toute ma carrière, j'ai voulu me mettre au service d'artistes de talent pour qu'ils puissent exercer leur art dans les meilleures conditions, en prenant le temps de les écouter, de les comprendre, de saisir leur vision. J'ai pu développer une réelle complicité avec eux, ce qui fut la pierre d'assise de mon travail. Néanmoins, le prix que vous me remettez aujourd'hui me touche beaucoup. Oui, les artistes sont au cœur, sinon le cœur de notre industrie culturelle. Mais que seraient ces industries culturelles sans les gestionnaires culturels qui contribuent à l'écosystème qui rend possible leur réalisation? S'il y a un fil conducteur tout au long de ma carrière, c'est probablement le désir de rassembler des gens ensemble, sauraient faire des choses exceptionnelles. Parfois de très grandes équipes, parfois de très petites, comme lorsque je dirigeais les affaires de Luc Plamondon en France. Nous étions que tous les deux. Lui écrivait, moi je vendais. Oui, c'est comme ça. Ultimement, ce mérite qui m'est accordé aujourd'hui, c'est peut-être le seul mérite que j'ai, c'est d'avoir réussi à rassembler ces équipes et à mettre en place des conditions pour que mes collègues donnent le meilleur d'eux-mêmes. Depuis maintenant près de 23 ans,
J'ai consacré ma mission, mes activités à l'Orchestre symphonique de Montréal. J'ai assurément trouvé en l'OSM un terreau fertile où j'ai pu appliquer la somme de mes expertises, mais aussi une famille au sein de laquelle je continue à apprendre tous les jours. Si notre orchestre réussit si bien, c'est grâce à ses 92 musiciens parmi les plus talentueux au pays, mais c'est aussi grâce à une équipe qui planifie, organise et ultimement prend soin de cette grande institution. Je souhaite prendre ce moment pour saluer cette équipe, la meilleure, évidemment au Québec, mais celle aussi que j'ai jamais dirigée dans ma vie. Alors, je salue aussi à nouveau notre nouveau directeur musical, Raphaël Paillaré, qui est entré en fonction en septembre dernier et qui est un artiste exceptionnel, brillant et une grande source d'inspiration pour nous tous. Lorsque je regarde devant, ce que je vois, ce sont des jeunes mieux équipés que lorsque j'ai commencé. Lorsque je regarde devant, ce sont aussi des gens qui sont capables de faire face à d'immenses défis qui nous attendent en culture. Ce que je vois me rassure, ce que je vois m'emballe. Je remercie encore une fois les membres du jury pour cet honneur que je partage avec tous les artistes et travailleurs culturels qui ont jalonné mon parcours. Merci, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, Madame Caro. Félicitations. J'invite maintenant M. Fitzgibbon à venir présenter le lauréat du prix Wilder Penfield en recherche biomédicale. M. Yves de Coninck. La communauté scientifique ne tarit pas d'éloges sur votre contribution au domaine de la neurobiologie. Vos travaux ont mis en évidence le mécanisme responsable de la douleur chronique dans le cerveau humain. Vous avez ainsi ouvert la porte au développement de médicaments pour mieux la contrôler. Professeur à l'Université Laval, vous avez fondé le Réseau québécois de recherche sur la douleur, ainsi que le Centre de neurophotonique, dans le but de trouver une nouvelle avenue de recherche. Vous avez cette capacité de rassembler les meilleurs chercheurs et spécialistes au bon endroit, au bon moment, pour favoriser les découvertes. Ça transparaît dans vos nombreux mandats de direction, notamment au CIUS de la capitale nationale et au Centre de recherche Cerveau. Cet esprit de collaboration est d'ailleurs à l'origine d'un projet qui vous est très cher, l'initiative Sentinelle-Nord, laquelle vise à améliorer notre compréhension de l'environnement nordique et son influence sur l'être humain et sa santé. Monsieur Yves de Coninck, pour votre contribution exemplaire au domaine de la recherche biomédicale, j'ai le plaisir de vous remettre le prix Wilder Penfield. Messieurs les ministres, c'est un grand honneur pour moi de recevoir le prix Wilder Penfield. Ce prix pour la recherche biomédicale, mais en fait qui a été nommé par ce grand neurologue québécois. Ce qui marque bien sûr l'importance des neurosciences, de la science du cerveau, la réalisation la plus grande réalisation de l'univers, et surtout la force du Québec en neurosciences. On commence par Rémi Quirion, notre scientifique en chef, lui-même lauréat du prix Wilder Penfield, et aussi M. Michel Chrétien, qui, somme toute, est un neuroscientifique, lui aussi. Je souligne aussi Brenda Milner, la toute première lauréate, cette jeune femme, comme dirait mon père, de 104 ans, qui a eu 104 ans cette année et qui continue à être active et qui a travaillé toute sa vie sur la mémoire, comme quoi le cerveau, ça conserve. Je tiens à remercier tous les collègues avec qui j'ai œuvré, car notre travail ne peut se faire sans la collaboration. On a parlé de mes projets transdisciplinaires. Les échanges avec les physiciens, les chimistes, les mathématiciens, les ingénieurs, les humanistes sont pour moi ce qui est le plus excitant dans mon travail, parler avec des gens qui sont plus brillants que nous pour explorer des nouvelles horizons. Mais comme professeur, je
je tiens à souligner que nous nous définissons par celles et ceux que nous formons, par celles et ceux que nous accompagnons dans leur formation. Vous avez parlé de la relève, Monsieur le ministre. Nos découvertes, en fait, c'est nos étudiants qui les font. Et je me sens personnellement très privilégié d'avoir pu suivre des jeunes aussi brillants, aussi inventifs, aussi dévoués au cours de ma carrière. Je remercie aussi tous mes proches, mes amis, ma famille, mes parents, mon épouse. Vous en avez la preuve. Mes enfants, mais mes frères aussi, notamment Paul, mon frère Paul, qui m'accompagne dans tant de grands projets que nous avons réalisés. Tous, ils m'ont toujours soutenu, mais ils m'ont aussi empêché de me complaire un peu trop dans le succès. Et je tiens à remercier en terminant nos organismes de financement qui ont soutenu nos projets. Personnellement, je me suis toujours trouvé extrêmement privilégié et redevable tout le long de ma carrière d'avoir œuvré dans notre système public. Exigeant, soit, mais aussi bienveillant, et qui sont un immense atout pour le Québec. Encore une fois, un argument économique, M. Chrétien, pour M. le ministre, nos cerveaux, la plus grande ressource de notre société. Merci. Merci, M. de Coninck. Monsieur Lacombe, je vous invite maintenant à présenter le lauréat du prix Guy Moffett en radio, presse écrite et médias numériques. Monsieur Alain Saunier. Homme de réflexion et de culture, vous possédez une connaissance encyclopédique de l'évolution des communications et des médias. Cela fait de vous un conférencier, un auteur, un analyste et un gestionnaire très apprécié à une époque où le journalisme vacille parfois, où la désinformation a tendance à gagner du chemin. Vous portez de nombreux titres, notamment ceux de professeur, d'auteur, de commentateur, mais cela dit, le titre que vous préférez à tous reste encore celui de journaliste. C'est à cette fonction essentielle et pas toujours évidente pour l'avoir moi-même pratiquée, à laquelle vous vous référez pour réfléchir sur notre époque. Pour votre brillante carrière à promouvoir et à penser l'information au Québec et dans le monde, pour avoir insisté sur la nécessité pour les médias et les collectivités de pratiquer des arrêts sur le monde afin de mieux appréhender notre réalité, pour avoir œuvré sans cesse à faire de l'information un instrument de réflexion et de défense de notre démocratie, pour avoir contribué à orienter les médias électroniques vers de hautes exigences déontologiques, pour votre apport inestimable à l'essor de la télévision et de la radio au Québec. Recevez, M. Saunier, le prix Guy Moffett. Bonsoir, messieurs les ministres, merci d'être là et de nous accompagner. Chers amis, chers lauréats, chères lauréates, ça a été un plaisir de pouvoir discuter avec vous cet après-midi. Je suis très touché par cette reconnaissance et vraiment ému d'un tel honneur. Merci à ceux et celles qui m'ont accompagné à la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, à Culture Montréal, à Radio-Canada, bien entendu, et à l'Université de Montréal, à la Faculté des arts et des sciences, qui m'ont appuyé.
J'ai été honnêtement étonné de recevoir ce prix parce que, dans ma vie, il me semble que j'ai fait mon possible. J'ai été surtout chanceux de toujours faire équipe avec des personnes exceptionnelles. C'est un immense honneur pour moi de recevoir ce prix, d'abord parce que j'ai été bercé par la voix, les textes et le choix musical proposé par Guy Moffett à son célèbre cabaret du soir qui penche, à la radio de Radio-Canada. Pour les plus jeunes, je suis obligé de le dire quand même. Ensuite, parce que c'est une reconnaissance du Québec auquel je suis si attaché. J'ai consacré une grande partie de ma vie à soutenir et à promouvoir une information de qualité en insistant sur la dimension éthique pour le journalisme. J'ai soutenu le journalisme d'enquête à Radio-Canada, puis je l'ai enseigné au département de communication de l'Université de Montréal, qui m'a chaleureusement accueilli après plus de 25 ans à Radio-Canada. Et du coup, comme disent les Français, à me préoccuper de la réalité numérique parce qu'entre-temps, elle est venue bousculer nos médias, notre langue et notre culture. Notre information et nos contenus culturels sont en effet de plus en plus marginalisés par les géants numériques que j'ai qualifiés affectueusement de barbares dans mon dernier livre. Quoique dans le cas de Elon Musk, peut-être que j'ai moins d'affection. Alors, ces géants numériques marginalisent l'information au profit de la désinformation. Et attention, l'ère de M. Musk chez Twitter ne fait que commencer. Au Québec, Netflix devient désormais la plus populaire des télévisions. YouTube est devenu désormais la principale porte d'entrée pour écouter la musique. Facebook, Instagram et maintenant TikTok constituent dorénavant les plateformes pour s'informer chez les moins de 35 ans. Dur pour les médias. Toute cette nouvelle réalité, alors que le combat extrême du 21e siècle met aux prises l'information et la désinformation. Et c'est sans compter l'impact des géants numériques sur l'environnement dont on parle trop peu. Pour corriger cette situation, j'invite nos gouvernements, j'en profite, vous êtes là, on en parlera, à s'engager à développer une puissante stratégie afin de nous permettre de poursuivre cette folle et magnifique aventure francophone en Amérique. Merci infiniment pour ce prix. J'ai une pensée pour mes parents aujourd'hui décédés. Mon père, qui était atteint d'Alzheimer, à l'époque, il savait que son gars était un marxiste-léniniste d'obédience maoïste. Bien, finalement, il n'a pas si mal tourné. Alors, j'embrasse mes 5 frères. Nous sommes 6 gars dans notre famille, pas une fille. Ma mère était une sainte. Et je veux le souligner, ça, c'est avant la découverte du Ritalin. Alors, je salue tous mes amis, les journalistes, plus particulièrement à Radio-Canada, et également mes collègues à l'Université de Montréal qui ont déposé, en tout cas, une candidature que vraiment je n'osais espérer obtenir. Et enfin, j'embrasse l'amour de ma vie, Dominique, notre merveilleuse fille. Merci de m'avoir accompagné dans ce que j'ai entrepris. Voilà. Merci, M. Saunier. J'invite maintenant le ministre Fitzgibbon à présenter la lauréate du prix Marie-André Bertrand en innovation sociale. Madame Marie-Thérèse Chichot. Tous vos pairs s'accordent pour dire que vous êtes une pionnière en matière de politique d'égalité et d'équité salariale. Vous avez joué un rôle déterminant dans la transformation des conditions de vie des femmes au Québec et à l'international. En tant qu'économiste de formation et professeur titulaire à l'Université de Montréal, vous avez à cœur de remédier aux inégalités vécues par des groupes historiquement désavantagés sur le marché du travail. Votre participation à de nombreux comités d'experts et groupes de travail a d'ailleurs permis d'adopter une législation en matière d'équité salariale au Québec et partout dans le monde.
Vos travaux, parmi lesquels figurent plus d'une centaine de publications, constituent d'importantes références qui ont déjà fait évoluer les connaissances sur l'accès à l'égalité. Vous êtes aussi grandement engagé envers l'intégration des personnes immigrantes au marché du travail. À cet égard, vous avez instauré en 2015, sur le campus de l'Université de Montréal, l'école d'été sur l'immigration, l'intégration et la diversité sur le marché du travail, une première au Québec. Bravo. Madame Thérèse Chichat, pour l'innovation sociale qu'ont apporté vos travaux de recherche, je suis fier de vous remettre le prix Marie-André Bertrand. Messieurs les ministres, distingués invités, chers parents et amis ici et ailleurs, je suis très heureuse d'avoir obtenu le prix Marie-André Bertrand et je remercie très sincèrement les membres du jury de me l'avoir octroyé. Je voudrais dire quelques mots au sujet de l'équité salariale qui représente une de mes principales contributions. La loi sur l'équité salariale, dont on célèbre le 26e anniversaire déjà, répond certes à la nécessité de respecter le droit fondamental à l'égalité. Ce que l'on sait moins, c'est que chacune de ces dimensions, chacune des étapes qui mènent à la réalisation de ce droit repose sur des résultats de recherche dans diverses disciplines scientifiques. En économie, sociologie, gestion des ressources humaines, psychologie, ergonomie, pour ne nommer que celle-là. Il s'agit donc d'un droit fondamental dont la réalisation repose sur de nombreuses études scientifiques qui viennent en renforcer le principe moral. Je dois souligner aussi que plusieurs de ces études scientifiques ont été réalisées par des chercheuses préoccupées par les inégalités de genre. Alors, je dédie ce prix à mes 4 petites filles, Marianne et Inès, qui sont parmi nous, ainsi que Shai et Daphné, qui sont à Vancouver. Je suis reconnaissante au Québec qui, grâce à son ouverture et son accueil, m'a permis en tant que citoyenne d'origine libanaise de faire cette contribution. Et je vous remercie de votre attention. Merci, Madame Chichat. J'invite Monsieur Lacombe à présenter le lauréat du prix Ernest Cormier en aménagement du territoire, architecture et design. Monsieur Alain Fournier. Notre époque a grand besoin de visionnaires soucieux de construire des villes et des villages, des quartiers également qui reflètent la culture et les valeurs de celles et ceux qui les habitent. Vous faites partie de ces personnes parce que vous avez compris dès les premiers temps de votre fructueuse carrière que l'architecture peut changer le monde. Elle a ce pouvoir parce qu'elle est à la fois un art et une science. En misant sur ces 2 identités, vous avez relevé le pari d'inscrire au cœur de vos propositions des constituants intangibles et néanmoins essentiels. Ces chaînons sémantiques sont les aspirations des communautés, les liens tissés par les humains avec les éléments ou encore la spiritualité incarnée dans la nature. Ce fut pour vos clients et pour les communautés où vous avez œuvré
une réelle chance de compter sur un créateur dont l'esprit pratique s'appuie sur une profonde sensibilité. Pour avoir mis l'architecture au service de la fierté, de l'identité et de la foi en l'avenir des collectivités, notamment celles des Premières Nations, des Inuits et des régions nordiques, pour avoir conçu des œuvres intrinsèquement inspirées de l'esprit des lieux et imaginé des constructions ayant grandement fait évoluer votre discipline, recevez, M. Fournier, le prix Ernest Cormier. Messieurs les ministres, lauréats, distingués invités, je remercie le gouvernement du Québec pour cette précieuse distinction, mais je reçois ce prix comme un petit pas de plus sur le chemin de la résurgence et de la reconnaissance des premiers peuples. Je remercie toutes les communautés autochtones du Québec et du Canada qui m'ont toujours accueilli très simplement et avec tant de chaleur et d'ouverture. Je nomme en particulier les 11 nations du Québec. Les Inuits, à ne plus jamais confondre avec les Inuits. Les nations Cri, Naskapi, Innu, à ne plus jamais confondre avec les Inuits. Les Niroishi, les Anishinaabe, Abenaki, Wolastoqiyik, Haudenosaunee et Wendat. Participer au grand retour des peuples premiers, ainsi que le qualifie John Saul, aura été et continue à être un grand honneur pour mon équipe et moi. Je vous souhaite à toutes et à tous de le vivre à votre tour. Être un témoin privilégié de l'extraordinaire effervescence créatrice qui mobilise actuellement les peuples premiers, c'est pour moi revivre les années folles et ô combien fertiles de mon adolescence, en pleine révolution tranquille du Québec. Je vous souhaite de vous laisser porter par ce tourbillon. Faire avancer la recherche et la création des diverses expressions identitaires des Autochtones à travers l'architecture constitue toujours et encore l'objectif. Contribuer à leur volonté de redevenir maîtres de leur environnement bâti et d'ainsi retrouver leur fierté d'être est à la source même de ce qui nous motive, mon équipe et moi. Les premiers peuples ont beaucoup à nous raconter, beaucoup à nous enseigner, beaucoup à nous partager. Je remercie donc tous les membres de mon équipe sans lesquels il eût été impossible d'accomplir et de continuer d'accomplir tout ce travail. Un remerciement tout particulier à ma collègue Julia Gersowitz qui a eu l'idée de lancer ma candidature pour ce prix. Je remercie mes proches, ceux et celles qui m'ont soutenu pendant toutes ces années, qui ont enduré mes absences et peut-être surtout enduré mes présences quand j'avais la tête ailleurs. Encore une fois, merci. Nakomik, Chinashkumitno, Miigwech, Niawen, Tiawek. Merci. Merci, M. Fournier. Merci, M. Fournier. J'invite maintenant M. Fitzgibbon à présenter le lauréat du prix Lionel Boulay en recherche et développement en milieu industriel. M. Michel Gauthier. C'est grâce à vos travaux de recherche sur les matériaux de batterie au lithium que les véhicules électriques que vous recevez aujourd'hui le prix Lionel Boulay. Un honneur peu banal quand on sait que vous avez travaillé pendant 27 ans avec l'équipe d'Institut de recherche d'Hydro-Québec, fondée par Lionel Boulay lui-même. Vos travaux de recherche ont permis au Québec de devenir un leader dans le développement des premiers accumulateurs au lithium. Cette technologie est venue répondre aux besoins de stockage chimique de l'énergie électrique et a permis au Québec de faire un pas important vers l'électrification des transports.
Vous croyez fermement que le Québec regroupe toute l'expertise nécessaire à la fabrication des batteries au lithium. Et vous êtes un acteur incontournable au développement de cet écosystème. Monsieur Gauthier, vous voyez grand pour le développement de la filière batterie au Québec, et c'est très important. Vous êtes non seulement un scientifique et un innovateur, mais aussi un entrepreneur hors pair. On vous doit la création d'entreprises et de filiales qui ont généré d'importantes retombées économiques pour le Québec. Je pense à l'implantation de l'usine de batterie Blue Solution à Boucherville et à celle de l'usine de phosphate de fer de Johnson Matthey à Candiac. Actuellement, vous travaillez également avec votre fils au démarrage de l'entreprise Ignis Lithium qui misera sur un nouveau procédé de fabrication du phosphate de fer comme matériau de batterie. Monsieur Michel Gauthier, pour votre contribution majeure à la recherche et au développement en milieu industriel au Québec et à l'essor de la filière batterie, j'ai l'honneur de vous décerner le prix Lionel Boulay. Tout d'abord, mes remerciements vont aux membres du jury, aux organisateurs des Prix du Québec, et à tous ceux qui ont soutenu ma candidature. C'est d'autant plus mérité pour ces derniers que c'est vraiment un geste désintéressé de leur part et en plus un défi pour eux, car je n'ai jamais vraiment structuré ma carrière vers ce qui mène à une reconnaissance officielle. Sur le plan personnel, je suis redevable à 2 personnes en particulier. À ma mère qui m'a donné le goût d'apprendre, la capacité d'émerveillement que j'ai toujours conservée, et à ma conjointe, André Bossé, que je déclare co-récipiendaire de ce prix. Car chimiste elle aussi, elle m'a stimulé et soutenu dans tous mes rêves un peu fous, qu'il s'agisse de mes projets et entreprises, de mes passions, histoire, antiquité, musique, et surtout en lançant dans la vie 2 magnifiques enfants, Laurent et Ariane, qui sont ici ce soir. J'attache beaucoup d'importance à ce prix Lionel Boulay. J'ai eu la chance de connaître Lionel Boulay personnellement au Centre de recherche d'Hydro-Québec, à l'IREC, qu'il venait de fonder. C'est d'ailleurs lui qui a autorisé mon tout premier projet de recherche sur les batteries au lithium, pour mettre l'électricité de Manicouagan en boîte. C'était le projet à l'époque. C'était un visionnaire dans la continuité de René Lévesque avec la nationalisation de l'électricité. Il avait compris l'importance pour notre société de s'approprier l'énergie comme richesse collective et comme outil de développement d'une nouvelle économie misant sur la matière grise. Orphelin de guerre, je dois beaucoup à notre système d'éducation gratuit qui m'a permis de me développer, et à l'Université de Montréal, mon alma mater, qui m'a donné des rudiments de mon métier. Vous vous souviendrez sans doute aussi des échanges France-Québec qui ont complété ma formation en électrochimie des solides à Grenoble. C'est finalement à Hydro-Québec et à l'IREC que j'ai pu développer sur 27 ans une expertise québécoise sur les accumulateurs au lithium. Même si cela est peu connu et célébré, je vous le dis, c'est au Québec, en collaboration avec la France, le Japon, les États-Unis, l'Allemagne, que nous avons développé et commercialisé ici même la première génération des accumulateurs tout solides au lithium, dont tout le monde parle maintenant comme étant la solution finale au remplacement de l'essence. Et que, dès 2003, nous avons créé la première usine mondiale de production de phosphate de fer, le matériau d'électrode positive des nouvelles générations d'accumulateurs au lithium, tel que récemment adopté par Tesla. Je quitte mon texte un petit peu pour vous dire que ça fait un petit velours d'entendre Elon Musk parler de la redécouverte du phosphate de fer alors qu'on avait produit le produit il y a 20 ans. Okay? Les usines de Boucherville, Blue Solution et de Candiac en sont issues de ces travaux. Pour ce qui est du phosphate de fer, ce produit que j'appelle gagnant, c'est ma croisade,
nous avons au Québec tous les éléments, lithium, fer, phosphate, l'expertise et l'énergie verte, j'entends l'électricité, pour une production à grande échelle qui est en ce moment fabriquée en Chine à l'échelle de 1 million de tonnes par année. À ce jour, le Québec a toujours sa capacité de 2400 tonnes par année à l'usine de Candiac créée en 2009. Okay? Le défi est maintenant de revenir dans la cour des grands, okay, et de prendre la place qui nous revient tout au moins à l'échelle nord-américaine. C'est le nouveau défi qu'avec certains associés, dont mon fils Laurent, nous nous sommes donnés avec la création d'Ignis, qui vise la production du phosphate de fer par un nouveau procédé inventé à l'Université de Montréal et qui devrait permettre de concurrencer la production chinoise à partir de nos ressources naturelles. Le prix Lionel Boulet viendra certainement aider et stimuler cet effort. Merci. Merci. Merci, M. Gauthier. Et j'invite maintenant M. Lacombe à présenter la lauréate du prix Albert Tessier en cinéma. Madame Mireille Dansereau. Madame Dansereau, vous faites désormais partie de la famille des Prix du Québec en raison d'un parcours sans artifice et surtout sans compromis. Vous avez maintes fois déjà été primée et saluée pour votre audace parce que vous n'avez jamais eu peur des sujets sensibles. Il en résulte que chacun de vos films est une prise de position résolue, humaniste et, oui, nécessairement féministe. Vous avez ouvert la porte à nombre de consoeurs réalisatrices au sein de Réalisatrices équitables, luttant encore et toujours pour une place égale aux créatrices en cinéma. Pour avoir fait de votre carrière une puissante recherche formelle et conceptuelle et un manifeste d'authenticité au sein du 7e art, pour avoir plaidé sans relâche, par l'exemple et par l'engagement, afin que soit reconnue sans réserve et sans condescendance la cinématographie au féminin, pour avoir, avec un talent et une constance remarquables, donné à notre cinéma une œuvre dense et révélatrice de notre temps, pour avoir fait de chacun de vos films un moment suspendu entre la vie rêvée et le réel, un espace où l'intime confine à l'universel, pour avoir fait de vos combats et de vos créations des œuvres essentielles et nécessaires. Recevez, Madame Dansereau, le prix Albert Tessier. Merci d'être présents, messieurs les ministres. J'espère que vous allez l'être autant par la suite, pour les 4 prochaines années, les deux, financièrement et artistiquement et scientifiquement aussi. Moi, je représente les arts, la culture, le cinéma. Et c'est à mon tour de me laisser parler d'amour. Merci, membres du jury. Merci de m'avoir choisi. Je sais comment c'est difficile d'être sur un jury. Des fois, on a beaucoup de difficultés à faire l'unanimité. Merci aussi à l'artiste multidisciplinaire Stéphanie Jasmin qui a présenté ma candidature. Je sais tout le temps et la générosité que ça demande de faire une demande comme celle-ci. Et je veux ne pas oublier mon conjoint, Jacques Langlois, soutien indéfectible depuis 40 ans. Très tôt, j'ai su que si j'avais quelque chose à exprimer, c'était en tant que femme. Je voyais mes confrères qui étaient très sûrs d'eux et qui avaient leur vision des choses. Et
qui ne pensaient que peut-être que c'était la seule vision. Alors, je me suis dit que si je voulais faire du cinéma, c'était que j'apporterais ma vision à moi comme femme et que je rejoindrais le plus de femmes possible et le plus d'hommes possible aussi, parce que je considérais que les hommes ne nous connaissaient pas beaucoup au niveau extérieur peut-être, mais pas au niveau intérieur. Très tôt, lors de mes études à Londres, j'ai été consciente que je voulais témoigner de ce que c'était que d'être une cinéaste francophone au sein d'une majorité anglophone. Ce fut un choix délibéré de ma part de revenir vivre au Québec. J'étais parfaitement bilingue, mais je savais que je voulais avoir une reconnaissance au Québec, chez moi. Ça a été plus long que je pensais, mais mieux vaut tard que jamais. Et je veux aussi dire que j'ai été une femme cinéaste qui a fait ses films de façon indépendante, sans faire partie de quelque institution que ce soit. J'ai essayé, mais ça n'a jamais marché. Et j'ai initié chacun de mes projets patiemment, chacun de mes 27 films, sans avoir de plan de carrière, un après l'autre, mais avec le dur désir de durer. Le dur désir de durer, c'est une phrase de Paul Éluard qui m'a toujours inspirée, que je n'ai jamais oubliée. Je n'ai pas suivi le chemin le plus fréquenté non plus. Toujours, j'ai pris des chemins de travers et cela a été un grand défi pour moi de continuer à me battre envers et contre tous et toutes, des fois. Je me vois comme une résistante dans le milieu du cinéma, une résistante contre les schémas imposés par la famille, par la société dans laquelle j'ai été élevée. Et même, j'ai été contre les schémas imposés par le cinéma qui avaient été faits, ces schémas-là, en grande partie par des hommes, très souvent machistes. J'ai vu que Monsieur le ministre portait le même insigne que moi et je trouve que c'est une belle solidarité de la part du ministre de la Culture. Ça change quand même beaucoup la situation des femmes grâce par exemple, à Réalisatrices équitables. Je pense que les jeunes femmes vont avoir un parcours un peu plus facile, un peu plus, mais ça va prendre des années avant que les choses changent. Parce que nous, dans les années 70, on avait commencé à dire que le privé est politique. Ce qu'on ne chérissait pas autant à l'époque qu'aujourd'hui. Je dirais même qu'on méprisait ce qui était l'ordre de l'intime. J'ai fait un cinéma qui se situe au croisement de la fiction, de l'autofiction, du documentaire et de l'essai cinématographique. Et étrangement, dernièrement, j'étais sur un jury du documentaire, RIDM, et puis je vois que le mélange des genres est de plus en plus actuel et moderne. Je trouve ça assez intéressant. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais on verra. Je dirais que mon parcours fut celui d'une recherche d'identité comme femme de ma génération, en parallèle avec la recherche d'identité du Québec. En faisant mes films, je me suis toujours mise en danger. Mise en danger parce que je n'avais pas de producteur. J'ai produit mes films par défaut d'avoir trouvé le producteur ou la productrice. Et j'ai toujours espéré sensibiliser, éveiller la conscience des femmes et des hommes, tout en réussissant à donner corps à 27 films et à 2 enfants. Ce prix me rend fière d'être née au Québec, à Montréal, d'une famille qui a toujours privilégié la culture. J'ai
j'ai été la première femme qui a fait un long métrage de fiction au Québec. Dans ma famille, mon oncle Pierre Dansereau a été le premier écologiste au Québec. Ma mère, qui a fait la médaille de l'Ordre national du Québec, a été la première femme joaillière au Québec. Je voudrais juste souligner que je suis allée voir l'exposition René Lévesque hier et que j'ai vu la médaille faite par ma mère au Musée de la Civilisation. Et j'ai été un peu triste de voir que son nom n'était pas inscrit. Et je pense qu'il faut qu'on se souvienne de nos créateurs, de nos créatrices, et qu'on leur donne les droits de suite, les reconnaissances, mais les droits de suite aussi qui leur sont dus. Et ce n'est pas encore fait, ça. Ce n'est pas encore une règle au Québec. Alors, longue vie aux artistes qui doivent avoir, surtout aux artistes vieillissants qui n'ont pas eu un parcours incroyable, mais qui ont une grande créativité et qui n'ont même, les artistes vieillissants ont beaucoup de difficultés à avoir une vieillesse digne. Alors, là-dessus, merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mireille Dansereau. Et on salue donc la mémoire de sa mère, Madeleine Dansereau. C'est important de se rappeler de ce nom. Bien, félicitations à tous les lauréats et à toutes les lauréates. Mesdames et messieurs, je tiens à les saluer pour tous aussi les lauréats et lauréates des années passées qui se trouvent parmi nous ce soir. Je vous invite à vous lever parce que c'est un moment où on veut vous célébrer. Alors, les lauréats et lauréates des années précédentes. Je tiens aussi à saluer les personnes qui ont suivi la cérémonie en direct sur le web et c'est ce qui met fin à cette belle cérémonie. Vous pouvez suivre les activités des Prix du Québec sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook, sur le fil Twitter des 2 ministères. Je vous invite à partager l'information en utilisant le mot-clic Prix du Québec sur les médias sociaux et surtout à surveiller l'appel de candidature des Prix du Québec 2023 qui commencera en janvier. Et créé afin de célébrer son 100e anniversaire de naissance, le prix René Lévesque sera attribué à une personne pour sa contribution remarquable dans le domaine du journalisme. Alors, avant de quitter, je vous demande une dernière fois d'applaudir à nouveau les lauréates et lauréats du Prix du Québec 2022. Alors, distingués invités, je vous invite à vous diriger vers la sortie de la salle, vers le hall pour réseauter. Si vous le souhaitez, les lauréats et lauréates, je vous invite à rester sur scène pour la photo de groupe officielle avec les ministres que je remercie. Bonne soirée à tous.